etc. avec les trucs. Voilà. Alors Vincent, Autre chose. merci beaucoup. Encore une fois, on remercie cette première partie, notre ami Laurent qui l'a emmené. Ouais. Maintenant, nous passons à un autre aspect qui est devenir un homo commercialus par temps de chaos. Et ensuite, on parlera de gouvernance, de communication interne, de transformation des relations internes, du rôle du commerce, etc. Vas-y Vincent, c'est à toi. Merci Loïc. Du coup, j'ai changé de fond. Parce que je voulais vous parler. L'Homo commercialus, en fait, c'est basé sur un livre que j'ai sorti là, qui est là. Mais en fait, je ne vais pas vous en parler. Je vais justement vous parler de tout ce qu'il n'y a pas dans ce livre. En fait, ce que je remarque, c'est que quand je fais des conférences sur l'homo commercialus, j'explique comment le commerce doit changer, pourquoi il faut changer sa manière de faire du commerce. Et en fait, je me rends compte aussi que même si, a priori, c'est bien ce que je raconte, j'espère en tout cas, il manque parfois un truc, c'est que les gens comprennent, mais ils n'arrivent pas toujours à se projeter pour pouvoir agir derrière. Et savoir, c'est une chose, mais se projeter, c'est la première étape pour pouvoir agir. Si je ne me projette pas, je ne peux pas agir. Et donc là, j'ai envie de faire un petit exercice avec vous pour vous amener à vous projeter, voir si vous arrivez à vous projeter dans l'homo commercialus en me disant qu'à la fin de ces 15-20 minutes, si vous avez réussi à vous projeter, bah, tant mieux, vous aurez peut-être envie de changer quelque chose. Et après, tous les détails peuvent être dans plein de livres. Et en tout cas, c'est là-dessus que je voudrais qu'on travaille. Involontairement, je dis travail parce que psychologiquement, ça va peut-être vous demander quelques efforts. Et justement, en parlant d'efforts, ben justement, l'effort, c'est la base du commerce. On doit tous faire un effort commercial. Si on n'a pas besoin de commerce, on ne fait pas d'efforts. Si on est tous là, c'est parce qu'on a besoin de faire du commerce. Et donc, il faut faire démarrer, il faut faire émerger, ou en tout cas démarrer un effort. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cet effort, même s'il faut le faire, quoi qu'il arrive, si on veut faire du business, il faut toujours faire un effort. Mais on a le choix de mettre l'effort à différents endroits. Et c'est ça que j'aimerais qu'on travaille, parce que dans notre monde actuel, on a la possibilité de mettre l'effort à d'autres endroits et d'avoir un autre niveau de performance. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Mais pour bien commencer, pour bien se projeter, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on voit deux types d'efforts différents dans le commerce. Le premier, c'est le commercial, j'ai envie de dire, entre guillemets, classique. Et le deuxième, c'est probablement ce que vous êtes aujourd'hui. Mais vous êtes peut-être un petit mélange entre les deux. Je ne sais pas, c'est vous qui me direz. En tout cas, c'est vous qui allez vous projeter dans votre esprit. Le premier commercial, j'allais dire, c'est le commercial classique. C'est quoi le boulot d'un commercial? Un commercial, à la base, ça identifie des prospects, quel que soit le moyen, que ce soit sur LinkedIn ou n'importe quel autre réseau ou moyen. Il identifie des prospects. Après, son job, c'est de les contacter. Alors, quand il arrive à les avoir, il peut commencer à être un petit peu content, mais bon, il n'a pas encore fait vraiment le boulot. Après, il essaie de choper un rendez-vous. Alors là, il commence à être content parce que ça y est, il a un rendez-vous. Alors déjà, il a fait un gros travail, il a mis beaucoup d'énergie, mais voilà, il a juste un rendez-vous. Déjà, il est content. Et puis ensuite, une fois qu'il a le rendez-vous, il faut qu'il identifie un prospect. Un projet, pardon. S'il identifie un projet, il dit ah là ça valait le coup. Et puis après, il faut qu'il se positionne. Après, il va négocier, il va faire toute sa phase d'avant-vente. Et puis ensuite, il faut qu'il obtienne l'accord de son client pour générer une transaction, donc la vente. Finalement, c'est un effort qui est énorme. Si je regarde la masse d'effort initial pour le résultat, finalement, il y a ce qu'on appelle un entonnoir. Et puis les entreprises, en général, l'entonnoir, il est relativement lisse, assez linéaire, mais bon, ça dépend des boîtes. En tout cas, il y a un énorme effort et beaucoup de déperdition pour un petit résultat. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on a inventé, ou en tout cas est né un jour le social selling. Alors, social selling, c'est génial parce qu'on l'a dit, et moi-même je le disais, c'est génial, ça permet de vendre sans vendre. C'est top parce qu'on n'est plus dans une démarche de prospection classique. Et en fait, la démarche, elle est laquelle? En fait, on va créer une communauté. Alors, pour créer une communauté, il faut plusieurs étapes. Il faut être présent déjà, et puis il faut créer du contenu. Et puis, à force de créer ce contenu, à force d'interaction, à force de likes, etc., de gens qui nous ajoutent, de gens qu'on ajoute, on fait grossir sa communauté. Et puis, on attend que ça tombe d'une certaine manière. Alors, on attend que ça tombe. On continue à l'alimenter, cette communauté, mais on se dit, ça, à un moment donné, je vais bien avoir des gens qui s'intéressent à moi, qui m'appellent, qui me contactent. Il se trouve que ça marche un peu, donc tant mieux quand ça marche.
Et puis, on est content quand il y a quelqu'un qui nous appelle. Et puis, en général, on a un peu moins de concurrence, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus amical, etc. En revanche, c'est quand même un effort. C'est pas le même effort, c'est pas la même logique de pensée, mais ça reste un effort. Et les deux ont leurs limites. Et moi, je pense, et là, je vais peut-être faire tomber quelques idées reçues, mais vous allez voir pourquoi je dis ça après, c'est que je pense que si on parle en termes de performance pure, c'est-à-dire le nombre, j'allais dire l'effort qu'on fournit en temps, en énergie, en investissement, en motivation, en fatigue, par rapport au résultat, je ne suis pas sûr que le social selling soit un résultat, une performance plus forte que du commerce classique. Si j'enlève tout le social selling et je fais du commerce tout à fait classiquement, j'aurais peut-être autant de clients, peut-être même plus. Donc en fait, les deux ont leurs limites et le social selling a aussi sa limite. C'est juste pas le même effort. On a l'impression que c'est plus sympa, que c'est plus convivial, etc. C'est pas combien de clients je vais appeler ce matin, effectivement, mais il y a de l'effort quand même pour un résultat finalement qui est pas toujours à la hauteur. On est souvent déçu parce que les limites du social selling, c'est d'abord, il faut créer du contenu. Alors, créer du contenu, c'est long. Il faut écrire. Il faut parfois tourner des vidéos. Certains sont à l'aise, parfois, des fois, sont pas à l'aise. Ou des podcasts. J'ai pas le matériel, j'ai pas la lumière, il faut s'y mettre. Bref, c'est notre technique. Je crée du contenu. C'est pas forcément donné à tout le monde. Alors, du coup, je fais des posts ou des petits bouts d'articles. Et puis, parfois, je suis déçu. Et puis, il faut que ce contenu soit percutant. Alors, on nous apprend à mettre de l'émotion dedans, mais tout le monde met de l'émotion. Alors, comment je ressors par rapport aux autres? Et puis, finalement, je me rends compte que c'est pas percutant, que c'est basique, ou alors qu'il faut du temps. C'est pareil, c'est compliqué. C'est parfois très déceptif, parce que des fois, on va avoir 1000, 2000, 3000, 5000 vues avec 150 commentaires, et puis on ne sait pas pourquoi un truc, on a passé plus de temps, on a 300 vues avec 2, 3 likes et 0 commentaire. On ne comprend pas l'algorithme, on se prend la tête. C'est fatigant, parfois c'est éreintant aussi, c'est déstabilisant. Et puis, faire monter une communauté, parce que finalement, on gère de la masse, de la masse, de la masse, et c'est long, ça peut être aussi compliqué. Et puis, à force, et Covid ayant rajouté des choses, il y a un genre de brouillard qui se met en plus là-dedans. Alors, nous, on participe au brouillard, on rajoute, on ne sait plus pourquoi ça like plus, ce qu'il faut faire, qui il faut contacter, qui il faut taguer, les gens ne répondent pas, on est déçus, etc. Bref, il y a un genre de gros machin qui se passe qui n'est pas clair. Et finalement, c'est dur aussi. Le social selling, c'est beaucoup d'efforts pour un résultat qui est parfois à la hauteur pour certains, et heureusement, parce que ça marche, hein, les deux manières de faire du commerce marchent, mais il y a mieux à faire. Parce que si je réagis simplement en termes d'effort versus résultat, j'ai forcément mieux à faire que de faire du commerce, on va dire, classique ou même du social selling. Et je vais vous expliquer comment gérer cet effort différemment et quels outils on peut utiliser. Mais je voudrais prendre une image. Parce que souvent, on se dit, il y a des outils, il y a de la technologie, mais le commerce, c'est avant tout humain, il faut de l'humain. Alors, on en parle beaucoup au social selling de l'humain, et c'est génial, mais l'humain, ça ne fait pas tout, et ce n'est pas parce qu'il y a de la technologie qu'il n'y a plus d'humain. Imaginez, vous êtes artisan, vous êtes entrepreneur et vous faites travailler des artisans. Et imaginez que vous fournissiez à vos artisans des outils très basiques, des tournevis classiques, une scie à main, un rabot manuel, des mètres qui font juste 2, 3 ou 5 mètres et pas forcément hyper précis. Ça marche. Il y a de la fatigue. C'est pas forcément hyper optimisé. Mais bon, c'est humain. Forcément, il n'y a pas de technologie. C'est hyper humain. C'est hyper sympa. Demain, vous avez un pic d'activité. Vous avez deux options. Soit vous continuez à fonctionner comme ça et la seule solution, c'est d'embaucher un autre artisan. Vous augmentez votre masse salariale. Vous doublez vos petits outils sympathiques. Ou alors, vous prenez le même artisan et vous le dotez d'outils hyper technologiques et hyper automatisés. Ça ne va pas lui enlever son art. Ça ne va pas lui enlever son perfectionnisme. Ça ne va pas lui enlever sa vision. Par contre, il va travailler plus vite, plus efficacement. Ce n'est pas parce qu'un architecte utilise un outil de modélisation 3D qu'il est moins bon architecte et qu'on ne va pas regarder ses tours et ses maisons avec des yeux avec des éclairs dans les yeux. Et ce n'est pas parce qu'un artiste n'utilise pas de la peinture mais fait des projections et du mapping sur une cathédrale qu'il est moins bon et moins bon artiste qu'un peintre. Ce sont des métiers différents qui ont les mêmes bases mais qui utilisent des technologies différentes. Ça ne change pas l'art, ça ne change pas la passion, ça ne change pas la vision, ça ne change pas l'ambition. Par contre, ça change le moyen d'y arriver et une forme de niveau de performance parce que pour qu'un peintre peigne une cathédrale, ce n'est pas gagné et surtout si on veut l'effacer derrière. Donc,
Le commercial, c'est exactement pareil. C'est un art, mais par contre, on a la possibilité aujourd'hui de mettre l'art à d'autres endroits et d'utiliser des outils hyper technologiques pour que cet effort que l'on met soit décuplé pour nous permettre, nous, d'être plus humains là où on doit être humain. Et ces outils, en fait, c'est là où vous allez pouvoir vous projeter. On a l'impression qu'ils sont hyper complexes et que c'est dédié aux grosses boîtes. Mais en fait, le moindre petit indépendant ou grand indépendant, la moindre petite boîte, n'importe qui peut utiliser ces outils. Et je vais vous le prouver et je vais vous donner des exemples avec ma propre expérience sur ma toute petite boîte qui grossit tout doucement. Mais à la base, on est parti à deux dans mon salon. Donc, la première chose, c'est que, OK, il y a le social selling. Mais le social selling, ce n'est pas que de la création de contenu. LinkedIn, c'est une source hyper riche de plein de choses. Vous pouvez très bien faire du très bon business sur LinkedIn en ayant 20 contacts, mais en faisant un genre, entre guillemets, de prospection, d'aller fouiller, d'aller chercher des infos. J'ai fait un article qui m'a valu quelques reproches dans son approche, mais aussi beaucoup de bons retours. C'est un article que vous trouverez dans mes posts sur LinkedIn qui s'appelle « Vaut mieux en avoir une petite dynamique qu'une grosse molle ». Et forcément, je parlais de la communauté et qu'il vaut mieux avoir une petite communauté très dynamique qu'une grosse qui ne sert absolument à rien. Alors, il y avait toute l'image derrière qui fait tout l'article, vous pourrez lire si ça vous intéresse, mais c'est exactement ça. On peut faire du social selling sans développer une communauté aujourd'hui avec une approche mixte commerciale classique et social selling, et ça marche très bien. Et parfois, les résultats sont bien plus importants. Je ne parle pas de faire des copier-coller dans des messages, je parle d'utiliser LinkedIn comme une vraie source de contact et d'aller faire du one-to-one, même avec un peu de contenu. Bref, il y a moyen de faire des techniques qui ressemblent un petit peu à de l'ABM si vous connaissez la logique. Donc déjà, c'est la première chose. Après, vous avez la notion de tunnel. Moi, je n'aime pas la notion de tunnel de vente, mais elle a quand même une forme d'efficacité, c'est que combien d'entre vous, sortis de LinkedIn, ont vraiment un système et un processus d'engagement de leurs clients ou de leurs prospects? À part un site web institutionnel qui souvent n'est pas relié au LinkedIn, qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, on reste dans LinkedIn, on reste parfois un peu consanguin entre nous, et puis finalement, ça emmène quoi? Il y a une vraie différence entre s'engager dans une communauté et s'engager dans un produit et service ou s'engager envers une personne. Finalement, s'engager dans une communauté, ce n'est pas engageant. Il n'y a rien de plus simple qu'un like ou d'adhérer à un groupe. Ce n'est pas du tout engageant. Par contre, s'engager dans un rendez-vous, dans une demande d'information, dans le téléchargement d'une plaquette, d'un livre blanc ou un contact personnel avec quelqu'un, ça, c'est un vrai engagement. Quelle est la logique, quel est le bout de micro-tunnel que vous avez qui permet de passer d'une discussion un peu informelle et de quelques likes sur LinkedIn ou n'importe quel réseau d'ailleurs, à un vrai engagement vers vos produits ou vos services, sans avoir des tunnels de vente hyper efficaces? Il faut avoir des sites web, il y a plein de systèmes avec vous connaissez peut-être les systèmes de pixels, Facebook, LinkedIn, etc., faire du tracking aussi. Il y a tout un tas de systèmes, ça coûte pas cher, ça coûte quelques centaines d'euros d'adapter son site web avec ces technologies et c'est logique, je parle bien de tunnel, sans aller vers des choses très complexes, mais avec des systèmes de téléchargement, avec des systèmes pour pouvoir laisser son nom, ses coordonnées, et tout doucement, on se constitue sa base de données. Et à se constituer sa base de données, on peut la structurer, on peut la formaliser, on peut lui donner de la valeur. Et là, on passe dans un système, si on le souhaite, d'automation ou d'automatisation en français. Marketing automation, c'est pareil, ça coûte pas cher. Moi, je l'ai mis en place pour quelques centaines d'euros la première année. Par contre, ça nous oblige à une vraie structure mentale, à réfléchir ses personas, à réfléchir à de la logique. D'ailleurs, est-ce que vous pensez vraiment persona ou est-ce que vous pensez client ou cible? C'est pas pareil. Si vous pensez persona, vous avez déjà une longueur d'avance. Si vous pensez encore cible, vous avez déjà une longueur de retard dans notre monde. Ça ne fait pas tout, bien sûr, mais c'est un petit indicateur. Penser persona, c'est déjà une logique. Donc, l'automatisation, ça nous permet de structurer une base de données. Il n'y a pas besoin d'aller très loin dans l'automatisation, mais à partir du moment où on commence à capter quelques données, et ben derrière, on peut envoyer des newsletters, on peut envoyer des emails, on peut voir qui les ouvre, on peut identifier un potentiel. Moi, je sais qui ouvre mes newsletters, je peux voir si la personne, elle ouvre les newsletters ou si elle clique sur un email une fois, 2 fois, 10 fois, si c'est la même qu'à télécharger, si je la retrouve sur LinkedIn, je vois si on est déjà en contact, si elle a déjà liké des trucs, et je fais tout un travail comme ça de fouille, de recherche, grâce à une forme d'automatisation qui permet d'identifier un potentiel d'engagement également. Et puis après, vous pouvez aller vers des systèmes de SEO, de SEA, où vous pouvez travailler votre référencement. Et je vous donnerai juste un exemple. Moi, là, aujourd'hui, je lance une campagne de référencement pour 1 000 euros.
Voilà, pour 1 000 euros, j'ai la prestation de l'agence et l'ensemble de mes mots-clés pour pouvoir tester. J'ai une amie dont je ne citerai pas le nom qui travaille dans le retail, qui, elle, a lancé pour sa marque, avec la même agence, 4 000 euros. En 15 jours, ils ont gagné 700 nouveaux clients. C'est du retail, c'est une chaîne de magasins, c'est du B2C. Forcément, c'est des notions différentes. Mais vous voyez, 4 000 euros, 700 clients nouveaux en 15 jours. Ça fait réfléchir quand même. Moi, je lance pour 1 000 euros. Si je gagne 10 clients en un mois, je suis hyper content. C'est plus que rentabilisé. Donc, il y a toutes ces logiques-là qu'on peut mettre en place. Ce que je veux dire par là, et j'initierai ma conclusion à travers ça, c'est que le commerce aujourd'hui est en train d'être disrupté et le commercial ou le travail de vendeur est probablement celui qui a subi les plus faibles évolutions dans l'évolution des métiers. Je ne dis pas que tous les métiers ont évolué plus que le commercial, je dis que le commercial, le vendeur de façon générale, fait partie des métiers qui ont peu évolué. Parce qu'on part du principe que le commercial, ça doit être humain. C'est une rencontre, c'est un partage. Oui, sauf que le cycle de vente, le parcours d'achat, le parcours client, il augmente, il devient de plus en plus large. Et on voit bien, tout à l'heure, Philippe Deliège en a parlé, on peut commencer à vendre avant d'avoir vendu. Il faut être connu, il faut donner envie pour qu'on vienne vers nous. Mais cette envie, ce n'est pas juste de la présence sur les réseaux sociaux, c'est aussi toute une logique d'engagement que l'on peut pseudo-automatiser pour pouvoir mettre l'humain, notre vraie valeur ajoutée, sur les choses qui sont vraiment importantes et pas mettre de l'effort dans des choses qui sont finalement du brouillard, du bruit ou parfois de la déception. Par contre, donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec cet exemple de l'artisan. Vous avez le choix de rester artisan, mais vous pouvez devenir un artisan hyper connecté, hyper outillé, avec pourquoi pas demain de l'intelligence artificielle, avec des outils qui existent aujourd'hui sur le marché. Google peut devenir votre premier commercial demain. Et peut-être que ce sera plus LinkedIn, ou peut-être que ce sera les deux, ou peut-être que ce sera Facebook. Bref, il y a une intelligence commerciale à avoir. Et le problème, c'est que cette intelligence commerciale, on la met toujours ou très souvent dans de l'interaction one-to-one ou one-to une communauté. Et ce n'est pas forcément le plus performant. Bien sûr qu'il faut l'avoir, bien sûr que c'est hyper intéressant, mais vous allez toujours arriver à un plafond. Toujours arriver à un plafond qui est votre temps. Et aujourd'hui, on a la possibilité de décupler ce temps, de décupler l'effort, mais pour ça, il faut penser différemment. Et c'est là où je disais, il faut essayer de réfléchir à ce que vous avez, est-ce que vous imaginez la possibilité, l'envie, l'ambition peut-être de changer, de vous dire que votre métier de commercial, demain, ou de vendeur, c'est plus le même que celui d'hier. Et quand je dis hier, c'est celui d'aujourd'hui ou d'il y a 3 mois. Exactement comme on dirait qu'un je sais pas, un gars qui est sur des machines-outils doit apprendre de nouvelles machines pour plus de précision, plus de productivité, comme un géomètre doit apprendre à se servir d'un laser ou d'outils de modélisation 3D, ou que quelqu'un qui fait de la maintenance doit apprendre à se servir de drones pour pouvoir aller plus vite et se faire moins mal au dos, avoir moins de risques dans son métier, etc. On doit avoir, nous, vendeurs, la même logique à se dire, si je vends, excepté LinkedIn, un CRM et une tablette ou un smartphone, si j'enlève tout ça, est-ce que je vends comme il y a 10 ans? Probablement que oui. Alors qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'être outillé comme au XXIe siècle. Et c'est ça que moi, je ne vais pas dire que c'est mon combat, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai testé et c'est ce que je décris également dans mon livre, puisque le dernier paragraphe, c'est ma propre expérience que je décris avec même des prix, des coûts de budget. J'explique que pour 10 000 euros en la première année, j'ai fait plein de trucs, j'ai mis en place plein de choses, pas en indépendant, mais sur ma boîte YouMonkeys à côté. Et c'est ça que je voudrais vous transmettre, c'est que ce n'est pas parce que c'est technologique que ce n'est pas humain. Ce n'est pas parce qu'on augmente par de la technologie, par du digital qu'on est plus humain. Bien au contraire, il n'y a rien de moins humain que de la prospection dans le dur, comme on faisait dans les années 90. Et il n'y a parfois rien de moins humain que quelqu'un qui est déçu en publiant, en créant de la valeur et qui se dit « je ne comprends pas, j'ai pas de réussite, j'ai pas de visibilité, j'ai pas de clients ». Aujourd'hui, il y a moyen de faire beaucoup mieux en utilisant l'ensemble de ces outils. Et je conclurai là-dessus, c'est que l'humain, c'est le plus gros risque du commerce, mais c'est aussi la plus belle perle. Il n'y a rien de plus risqué qu'un humain dans le commerce, parce que l'humain, il fait des erreurs, il n'est pas toujours là, il n'a pas toujours les bons arguments, il ne voit pas toujours ce qui se passe, il n'a pas toujours la bonne intelligence au bon moment. Bref, il a ses biais, il a sa fatigue, il a ses pertes de motivation, il a ses vacances, il a tout un tas de choses. La technologie, elle
n'est pas un risque, puisqu'on l'incrémente au fil du temps, donc elle nous donne une forme de sécurité. Par contre, la technologie, c'est une perle de performance, l'humain, c'est une perle d'humanité. Donc, l'humain, c'est le plus gros risque et la plus belle perle. Et de la même manière, la technologie, c'est une belle perle, mais qui n'est que sur la performance. À nous d'allier les deux pour disrupter le commerce et être des vrais commerciaux, j'allais dire 12.0 ou 3.0, peu importe, mais en tout cas du 21e siècle, ou devenir un homo commercialus du 21e siècle. Merci, merci à toi Vincent. Ah, il y a peu de personnes qui ont leur caméra là. Qu'est-ce qui se passe là? Jean-Michel a sa caméra, mais c'est bien ça. Renaud il la remet, voilà, remettez votre